merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan des victimes s'alourdit à 67 074 martyrs et 169 430 blessés. En plus des bombardements incessants, les Gazaouis sont confrontés au fléau de la famine et de la malnutrition. Nous reviendrons sur ce rapport de l'OMS qui fait état de 400 morts liés à la famine. Donald Trump ordonne à l'entité sioniste de cesser les bombardements sur Gaza et demande au Hamas d'agir rapidement au risque de voir tous les paris s'ouvrir. Nouvel accord Union européenne-Maroc. Le Polisario menace de saisir la justice contre l'Union européenne. Le chef de la diplomatie sahraoui condamne les tentatives qui visent à contrer la décision de la Cour de justice européenne. Et nous irons justement au Maroc où le mouvement de la Gen Z ne faiblit pas, même slogan et même revendication lors de manifestations nocturnes vendredi pour le 7e jour consécutif. Bienvenue à vous mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le bilan quotidien des victimes du génocide sioniste à Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes font état de 66 martyrs et de 265 blessés durant les dernières 24 heures, des chiffres qui alourdissent une fois de plus le bilan des victimes de la barbarie sioniste depuis le 7 octobre 2023. Un bilan qui atteint ce samedi les 67 074 martyrs et 169 430 blessés. Et parmi les victimes recensées durant ces dernières 24 heures, le ministère palestinien de la Santé déplore la perte de 6 civils palestiniens lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire. C'est sans compter les 40 personnes qui ont été blessées par les forces d'occupation sionistes alors qu'elles attendaient de recevoir cette aide humanitaire. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé que le nombre total de victimes parmi les affamés arrivés dans les hôpitaux s'élève à 2603 martyrs et plus de 19 094 blessés depuis le début du fonctionnement du prétendu mécanisme de distribution américano-sioniste plus connu par la population sous le nom de piège mortel. Et les enfants sont les principales victimes de cette famine et de cette malnutrition qui touche depuis des mois l'enclave palestinienne. 2 enfants ont d'ailleurs péri ce samedi en raison de ce fléau. Ils sont 154 sur un total de 459 à avoir perdu la vie en raison d'une malnutrition aiguë et d'un manque accru de soins médicaux. Les pénuries critiques d'aliments thérapeutiques et le manque d'espace pour étendre les services de stabilisation au sein des établissements de santé existants sont les véritables défis sur le terrain. Actuellement, seulement 4 centres de stabilisation de la malnutrition sont encore opérationnels, comme nous l'expliqua Malama Zitouni. Dans ce département de nutrition thérapeutique à l'hôpital El Aouda, Amina est hospitalisée avec son nourrisson. La jeune maman était malnutrie pendant sa grossesse. Résultat, le petit Shaher souffre de malnutrition aiguë sévère. Pendant ma grossesse, mon accouchement et mon postpartum, la situation était extrêmement difficile. J'ai perdu beaucoup de poids à cause du manque de nourriture. Je pesais 47 kilos. J'ai donc eu un accouchement très difficile. Mon bébé est né faible et mal nourri. Son état est très difficile. Il n'a rien à manger, donc je n'ai pas de lait pour l'allaiter. Et comme je ne l'allaite pas, il n'a pas d'immunité et il est sujet et vulnérable aux infections. Amina est très inquiète pour son enfant, lui qui n'arrive même pas à se tenir assis vu qu'il est affaibli par la malnutrition. Un état physiopathologique qui a tué plus de 100 enfants, dont 80 en moins de 5 ans dans la bande de Gaza. Comme vous pouvez le voir, le bébé est très fatigué et faible. Si je le tiens comme ça, il ne pourra pas se tenir seul. Il n'a aucune immunité, il n'a rien à manger. Regardez sa main. Il n'a plus de muscles, il n'a plus rien, il est faible. Un bébé de 4 mois peut au moins s'asseoir, contrairement à mon bébé. Son état de santé est extrêmement grave. Ce qui va suivre est bien pire que ce que nous avons vécu. Nous avons vraiment peur pour l'enfant.
Ce centre de nutrition thérapeutique, comme les 3 autres qui sont fonctionnels dans l'enclave, assure le traitement des complications potentiellement mortelles, comme phase initiale de stabilisation et le début de la réadaptation nutritionnelle en attendant que l'enfant soit stable pour poursuivre le traitement. Mais les pénuries critiques d'aliments thérapeutiques sont de véritables défis pour le personnel médical. Nous avons constamment besoin de plus grandes quantités de compléments nutritionnels spécialisés pour les jeunes enfants ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes, car il s'agit d'un cercle vicieux où tous les éléments sont complémentaires. Si une femme enceinte souffre de malnutrition, le risque de fausse couche est élevé, une naissance prématurée peut constituer une urgence pour une femme, la mère malnutrie est incapable de pousser le fœtus et par conséquent de survivre à l'accouchement et ses complications. Cela entraîne également des naissances avec un faible poids des nouveau-nés qui ne correspond pas au poids normal. De plus, pendant l'allaitement, la mère peut ne pas être en mesure de fournir au bébé la quantité optimale de lait maternel, ce qui entraîne une insuffisance pondérale. Les ordres de déplacement en cours dans la ville de Gaza ont encore perturbé la mise en œuvre des programmes, laissant des milliers d'enfants exposés à un risque accru de décès évitable. Le Hamas, par le biais d'Oussama Hamdan, a déclaré ce vendredi que certaines parties du plan de paix du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il a donc déclaré qu'il était prêt à libérer les otages et à remettre le pouvoir à d'autres Palestiniens, mais que d'autres aspects du plan nécessitent de nouvelles consultations entre les Palestiniens. Regardez. Le plan global peut être divisé en 3 volets. Le premier concerne l'arrêt immédiat de la guerre, la fin des souffrances, l'aide humanitaire, le retrait des forces d'occupation israéliennes et l'échange de prisonniers. À cet égard, nous saluons les efforts déployés au niveau arabe, islamique et international, ainsi que ceux du président Trump. Nous nous sommes déclarés prêts à entamer des négociations directes pour mettre en œuvre le processus d'échange et préparer le terrain. Le Hamas qui dit être prêt à accepter une partie du plan de Donald Trump, mais annonce qu'il refusera l'administration étrangère de la bande de Gaza et que l'entrée des forces étrangères sera inacceptable. Pour les Palestiniens, la question de l'entrée de l'administration de forces étrangères dans la bande de Gaza est inacceptable. Aucun Palestinien ne l'accepte, y compris le Hamas et d'autres groupes. Cela est conforme au consensus national palestinien. Par conséquent, nous proposons que la première étape implique un retrait israélien, après quoi un comité national palestinien indépendant sera créé pour administrer la bande de Gaza. Quant aux questions futures, comme je l'ai dit, elles doivent être débattues dans un cadre national élargi. Et après cette décision du Hamas, le président américain a ordonné à l'entité sioniste de cesser de bombarder immédiatement la bande de Gaza. Malgré les appels incessants de Donald Trump sur le terrain, l'effusion de sang persiste. Les forces sionistes annoncent poursuivre leurs opérations dans l'enclave palestinienne au moment où le Hamas a fait donc preuve d'une bonne foi et s'est dit prêt à libérer tous les captifs sionistes. Donald Trump qui a par ailleurs déclaré que le Hamas devait agir rapidement sur son plan visant à mettre fin au génocide à Gaza, sinon tous les paris seront ouverts. Je ne tolérerai aucun retard comme beaucoup le pensent, ni aucune issue où Gaza représenterait à nouveau une menace. Agissons vite, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans une publication sur Truth Social. De son côté, le vice-président de l'État de Palestine, Hussein al-Sheikh, a salué l'annonce du président américain Donald Trump d'arrêter le génocide à Gaza sur la plateforme X. Hussein al-Sheikh a salué l'annonce du président Trump ainsi que les déclarations positives du Hamas, saluant au passage les efforts des pays arabes et musulmans. Nous saluons l'annonce de la cessation de la guerre par le président Trump, ainsi que les déclarations positives du Hamas. Nous apprécions les efforts des pays arabes et islamiques et réaffirmons notre engagement et notre volonté d'œuvrer à la consolidation d'un cessez-le-feu, à la libération des otages et des prisonniers, à l'entrée de l'aide, au retrait israélien complet de la bande de Gaza et à la transition vers une voie politique fondée sur la solution à 2 États.
Le Qatar et l'Égypte ont salué la réponse du mouvement de résistance palestinien Hamas au plan du président américain Donald Trump visant donc à mettre fin au génocide à Gaza. L'Égypte et le Qatar ont confirmé qu'ils continueraient à travailler en coordination avec les États-Unis pour mener à bien les discussions sur le plan de cessez-le-feu afin de mettre fin à l'effusion de sang dans l'enclave palestinienne et d'instaurer un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Et plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Irlande, l'Italie ou encore l'Allemagne, ont également salué l'accord du Hamas sur le plan Trump. Les dirigeants européens ont unanimement déclaré que l'acceptation par le Hamas de ce plan constituait la meilleure chance pour la paix, appelant toutes les parties à mettre en œuvre l'accord sans délai, à libérer les prisonniers sionistes et à acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Recep Tayyip Erdogan a lui aussi salué la réponse du Hamas au plan du président américain. S'adressant à ses partisans à Istanbul, le président turc a déclaré, je cite, qu'Israël doit cesser ses attaques immédiatement et que la fenêtre d'opportunité pour la paix ne doit pas être gaspillée. Les germes d'espoir de paix qui ont fleuri ne doivent pas être laissés faner. Regardez. Nous saluons la réponse du Hamas au plan de paix de Trump. Comme il a fait à maintes reprises par le passé, le Hamas a montré qu'il était prêt à la paix. Ainsi, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour une paix durable dans notre région. Il est donc crucial qu'Israël cesse immédiatement ses attaques. Les espoirs de paix qui ont germé ne doivent pas s'éteindre. Et à Gaza, la réponse du Hamas suscite des réactions diverses, mais majoritairement empreintes d'espoir et de fatigue après 2 années de génocide. Les déplacés qui ont tout perdu appellent à une paix durable, comme nous l'explique Maria Chouyer. Ici, dans cette enclave côtière meurtrie par 2 années de génocide, les signes de destruction sont partout, mais dans les regards, une lueur d'espoir, quoique ténue, subsiste. Depuis l'annonce lundi dernier à Washington, lors d'une conférence de presse avec le premier ministre de l'occupation sioniste, des nouveaux plans de cessez-le-feu proposés par Donald Trump, un plan prévoyant un retrait israélien progressif de Gaza, ainsi que la mise en place d'un gouvernement de transition sous supervision internationale. La population observe avec prudence. Nous attendons cette proposition depuis un certain temps et nous l'acceptons. Nous voulons mettre fin à la guerre par tous les moyens possibles car nous sommes fatigués. Nous voulons que le processus soit accéléré et mené à bien. Ce qui compte pour nous, c'est sa mise en œuvre concrète pour que nous puissions rentrer chez nous rapidement. Chaque jour, de nouvelles propositions apparaissent. Chaque jour parle d'une trêve. Nous voulons une mise en œuvre concrète. Nous voulons une trêve sur le terrain. Nous ne voulons pas de simples discours médiatiques sur une trêve. Tout le reste est inutile et peu optimiste. Hier soir, dans un communiqué, le Hamas s'est déclaré disposé à libérer tous les détenus israéliens dans la bande de Gaza et prêt à entamer des négociations immédiates. Un plan suivi par une réponse favorable du Hamas qui pourrait enfin ramener le calme sur ce territoire ravagé par un génocide interminable. Dans les rues, les habitants veulent y croire. Tout le monde est satisfait des réponses du Hamas et exige que tous les pays arabes et européens se joignent à nous pour mettre fin à la guerre. Nous exigeons que tous les pays arabes mettent en œuvre un cessez-le-feu permanent et un retrait israélien complet de la bande de Gaza. Nous étions heureux, Dieu merci, d'entendre la réponse du Hamas à cette proposition. Tous nos êtres chers sont décédés, la moitié de nos jeunes et la moitié de nos enfants sont morts. Puisse ce torrent de sang cesser et que nous puissions rentrer chez nous sains et saufs. Depuis plusieurs mois, les infrastructures sont à l'agonie, les écoles fermées, les aides humanitaires rares. Un cessez-le-feu pourrait ouvrir la voie à un répit indispensable. Il est naturel que la réponse soit positive. Il faut mettre un terme au génocide, au massacre, au déplacement, à l'exode, à la faim, à la soif et à la famine. Cette réponse doit être positive pour le bien des 2 300 000 personnes. La réponse du Hamas a été positive. Il a pris la bonne décision. Bien que la proposition de Donald Trump soit soutenue par une large partie de la communauté internationale, beaucoup ici se souviennent amèrement des précédents plans de paix, tous tombés à l'eau, et restent donc profondément prudents face à cet espoir fragile.
Et sachez à présent que 137 militants qui se trouvaient à bord de la flottille globale Somoud pour Raza ont rejoint Istanbul par avion ce samedi en milieu d'après-midi pour après leur expulsion par l'occupation sioniste des ressortissants de Turquie, des États-Unis, des Émirats arabes unis, d'Algérie, du Maroc, d'Italie, du Koweït, de la Libye, de la Malaisie, de la Mauritanie, de la Suisse, de la Tunisie ou encore de la Jordanie figurent parmi les passagers du vol. C'est ce qu'affirme le ministère turc des Affaires étrangères, une information confirmée par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous amenons dans notre pays les passagers de la flottille mondiale Somoud. Certains passagers de la flottille Somoud venus non seulement de Turquie mais aussi de Malaisie et de divers pays font partie du groupe arrivant à l'aéroport d'Istanbul. Les manifestations en soutien à la cause palestinienne se poursuivent à travers le monde. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce samedi à Barcelone pour protester contre le génocide sioniste. De nombreuses familles étaient présentes, ainsi que des personnes de tout âge. Les manifestants portaient des drapeaux palestiniens et des t-shirts soutenant la Palestine. Selon les chiffres fournis par la mairie de Barcelone, 70 000 personnes ont participé à cette manifestation. L'Espagne a connu ces dernières semaines une augmentation du soutien au peuple palestinien, tandis que son gouvernement de gauche intensifie ses efforts diplomatiques contre le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. Et la police de Londres a de son côté arrêté plusieurs manifestants qui s'étaient rassemblés ce samedi également de le centre-ville pour s'opposer au génocide à Raza. Banderoles et pancartes à la main, les milliers de Britanniques descendus dans les rues ont dénoncé le mutisme du gouvernement britannique malgré sa récente reconnaissance d'un État palestinien et le silence de la communauté internationale alors que des dizaines de civils palestiniens sont assassinés quotidiennement par les forces sionistes. En Italie, les couleurs du drapeau palestinien ont également flotté au-dessus des vastes cortèges réunis d'Aoste à la Sicile, en Sardaigne ou encore jusqu'à Venise. Ils étaient des milliers à être solidaires avec les Palestiniens, bloquant le pont qui lie leur pays au continent et au tourisme de masse. Sachez également que les médias iraniens ont annoncé ce matin l'exécution de 6 membres d'un réseau terroriste séparatiste collaborant avec l'entité sioniste après leur condamnation pour avoir planifié et mené des opérations sanglantes dans la province de Khouzestan, dans le sud-ouest du pays. Le centre d'information judiciaire iranien a déclaré dans un communiqué que les 6 membres étaient impliqués dans l'assassinat d'un certain nombre d'agents des forces de sécurité intérieure et de la garde de sécurité, qu'ils avaient avoué avoir planifié des actes de sabotage et qu'ils étaient en contact direct avec l'entité sioniste, affirmant que leurs activités avaient constitué une menace répétée pour la stabilité et la sécurité de cette province au cours des dernières années. Dans l'actualité également et lors de sa participation à la 22e réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques, l'Algérie a réitéré son appel à achever le processus de décolonisation du continent africain. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines Salma Barta Mansouri, alors qu'elle présidait conjointement avec le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide les travaux de la session spéciale consacrée à la question du renforcement du système multilatéral dans le traitement des questions de paix et de sécurité mondiale. Un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères publié ce vendredi précise que la session a souligné que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies constituait une priorité urgente pour garantir une représentation équitable et permanente de l'Afrique et remédier aux manifestations de l'exclusion historique dont elle a été victime, notamment en achevant le processus de décolonisation.
Et le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Yeslem Baïsat, a condamné ce qu'il a qualifié de tentative de renversement de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Yeslem Baïsat, dans une intervention à l'issue de la 22e réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques, a demandé aux pays de l'Union européenne de se conformer aux dispositions du droit européen, soulignant que les idéaux et les valeurs défendus par les peuples européens et leurs forces politiques sont supérieurs à tous les accords économiques entachés de sang, de milliers de morts, de disparus, de prisonniers politiques et de réfugiés du Sahara occidental occupé. Le Sahara occidental, on s'y intéresse justement dans notre dossier ce soir. Le Front Polisario a condamné avec la plus grande fermeté le nouvel accord illégal conclu entre le Maroc et le Conseil de l'Union européenne sur les préférences tarifaires relatives aux produits originaires du Sahara occidental occupé et menace de recourir à la justice, soulignant qu'il exercera toutes les voies appropriées pour faire respecter les droits souverains du peuple sahraoui, un accord qui entend remplacer celui de 2018 dont la conclusion a été annulée par la justice européenne. Un nouvel accord qui, selon le Front Polisario, est contraire au droit international et viole directement les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon une publication officielle, le Conseil de l'Union européenne a décidé de signer avec application provisoire un nouvel accord avec le Royaume du Maroc sur les préférences tarifaires relatives aux produits originaires du Sahara occidental occupé. Par son verdict du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le Sahara occidental constitue un territoire séparé et distinct par rapport au Royaume du Maroc et que tout accord lui étant applicable doit recevoir le consentement du peuple sahraoui indépendamment des bénéfices allégués. La direction le Maroc à présent, nous le disions en titre, après une semaine de manifestations, la situation est toujours tendue. Le soulèvement de la jeunesse marocaine tend ses tentacules un peu partout dans le pays, de jour comme de nuit. La rue gronde devant l'inflexibilité du Marzen qui continue de réprimer violemment ce mouvement pacifique. Les détails, Souila Kilal. Pour le 7e jour consécutif, la rue ne décolère pas. Les Marocains persistent à poursuivre leurs protestations contre la corruption, un soulèvement dont le mot d'ordre est pacifique. Un déferlement populaire nocturne sans précédent, des milliers de personnes ont envahi les rues des principales villes du pays simultanément, comme devant le dôme du Parlement de Rabat, où des slogans appelant à la liberté et à la dignité ont été scandés. Nous sommes des jeunes pacifiques. Nous voulons le dialogue. Nous n'encourageons pas la violence. Nous voulons un système politique loin de la corruption. Nous voulons combattre la corruption et sanctionner tous les responsables. À Tanger comme ailleurs, les jeunes manifestants pacifiques ont été violentés. Une pluie de coups de matraque et des arrestations arbitraires sans distinction, faisant régner un sentiment de mépris et d'injustice. D'ailleurs, à Marrakech, les manifestants ont exigé la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées lors des marches pacifiques qui ont débuté il y a une semaine. Nous appelons à libérer les gens qui ont été arrêtés durant les précédentes marches pacifiques. Il faut tous les libérer. Même scène du côté de Casablanca, Fès ou Meknès. Des revendications communes ont fait descendre dans la rue une jeunesse en colère contre la mauvaise gestion et la corruption. Les jeunes sont en colère, mais ils sont également déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Nous sommes là pour exprimer nos revendications légitimes et justes. Nous allons poursuivre sur la même lancée dans les prochains jours. Nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à l'obtention de nos revendications. Nos revendications sont les mêmes qu'avant. Nous ne demandons plus au gouvernement de trouver des solutions, mais plutôt de partir, car il n'a fait preuve d'aucune bonne volonté. C'est pour cette raison que nos revendications sont claires. Ce sont les revendications de tous les jeunes. Je tiens juste à préciser que je ne représente aucune association, aucun syndicat, ni aucun parti politique. D'un côté, une jeunesse consciente, pacifique et déterminée à camper sur ses positions. De l'autre, le Merzen, qui au lieu d'ouvrir la porte au dialogue, a fait le choix de l'intimidation, des arrestations et de la négligence, et même du recours à la répression criminelle, puisque 3 manifestants ont été jusque-là assassinés.
Une dernière information avant de clore cette édition. Le ministère russe de la Défense a révélé que les défenses aériennes avaient réussi à abattre des dizaines de drones ukrainiens et à détruire plusieurs bombes et missiles durant ces dernières 24 heures. Le communiqué du ministère publié ce samedi a confirmé que ces défenses avaient réussi à intercepter 314 drones ukrainiens, tandis que les drones d'attaque et l'artillerie ont pris pour cible les installations énergétiques qui alimentent les institutions du complexe militaro-industriel en Ukraine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.